Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous recevons avec plaisir le président du conseil régional, Loïc Chenet-Girard. Plaisir partagé. Et avec mon confrère Christophe Boucher, rédacteur en chef de TBO, TV Sud. Nous allons vous interroger pendant 25 minutes. Alors, première question, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez changé de look depuis plusieurs mois déjà. Vous avez une barbe, vous avez un cabinet en communication qui s'occupe de vous à Paris. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Vous êtes en train de faire valser votre équipe. Vous allez changer, enfin, vous êtes expliqué là-dessus, mais pas mal de têtes vont changer dans votre entourage. Qu'est-ce que vous préparez ? D'abord, je n'ai pas de cabinet à Paris, donc vous avez une mauvaise information. Il n'y a pas de conseil en communication qui s'occupe de vous à Paris ? Aucun contrat à Paris. Bon. Plein de gens que je rencontre me proposent de travailler, et c'est plutôt flatteur. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, à cet instant, il n'y a aucun contrat à Paris de quiconque. D'accord. Il y a par contre effectivement du mouvement dans mon équipe, mais 4 ans que nous sommes élus. 4 ans, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, des hommes et des femmes courageux qui ont bien travaillé et ils aspirent, pour certains, partir sur d'autres projets, d'autres aventures, d'autres ont besoin de se régénérer. Donc c'est le moment de changer une partie de l'équipe pour que le président puisse continuer de donner tout son jus pour la Bretagne, toute son énergie pour la Bretagne. C'est pas lié à un changement de cap ? Non, c'est pour garder l'énergie, garder de la force, être en capacité de continuer à avancer. Mon fidèle directeur de cabinet, Yvan Lemaivel, partait en retraite, nous le savons. C'est un ami proche, c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, 15 ans maintenant qu'on travaille ensemble et 7 ans qu'il est à mes côtés en tant que directeur de cabinet. Il est parti en retraite, David Harel a pris la relève. Laurent Bailly, la directrice générale des services, ça fait 4 ans à mes côtés. Elle part sur un autre poste à Paris. Une partie de l'équipe va se renouveler. Ça use. Hein. C'est ça, vous savez, les ministres, ils changent tous les 7 mois. Ils changent leurs équipes tous les 7 mois. Ça fait 4 ans que tout le monde est sur le pont. Moi, je suis à la barre. Il n'est pas prévu que je rende les clés tout de suite. Ou en tout cas, les électeurs auront quelque chose à dire plus tard. Donc c'est une partie de l'équipe qui se régénère pour rester disponible pour les Bretonnes et les Bretons. Le boulot, c'est pour les Bretonnes et les Bretons. Les hommes et les femmes passent, les problèmes demeurent, Christophe. Oui, en effet, les problèmes demeurent, et surtout, ils viennent aussi de Paris, notamment, qui vous impose de faire des économies de l'ordre de 40 millions d'euros sur votre budget à venir. Comment est-ce que vous allez réussir justement à pallier ce manque d'argent pour mener à bien vos missions ? D'abord, il faut entendre que les comptes doivent être équilibrés si on veut que notre pays reste solide. Je suis de ceux qui pensent que le sérieux passe par là et que l'action publique passe par la maîtrise des comptes publics. Donc, je ne suis pas responsable de la dette de l'État. Je ne suis pas responsable, et encore moins les collectivités ne sont pas responsables du déficit de l'État. Que chacun prenne ses responsabilités. Mais effectivement, on va demander aux collectivités, encore une fois, de participer à l'effort pour combler les trous à Paris. On prendra notre part. Je pense qu'on prend plus que notre part, et c'est un peu injuste, mais on prend notre part. Et après, on fait avec ce qu'on a. Et donc, à partir du moment où on a moins de moyens, eh ben, on doit réduire la voilure. On doit accepter de couper, de baisser, de reporter certains projets en préservant l'essentiel. C'est cela qui m'importe, préserver l'essentiel. Notre pays va mal. Il y a un indicateur inquiétant, c'est la baisse de la démographie. Pour vous, ça a un impact. Vous pourriez supprimer une dizaine de lycées si vous en preniez la décision. Ce serait logique. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire ? C'est pas un problème spécifiquement breton, mais c'est quand même un problème qui traduit un manque de confiance dans l'avenir. La logique n'est pas forcément la politique. Supprimer 5, 6, 7 lycées parce que dans un tableau Excel, on peut se dire qu'on peut faire rentrer les élèves dans les autres établissements. C'est pas comme ça qu'on aménage le territoire. C'est pas comme ça qu'on garde la confiance des territoires et qu'on dit aux jeunes parents qu'ils ont raison de choisir de vivre n'importe où en Bretagne. Donc il va falloir réfléchir à des réaménagements, à réadapter nos établissements, à y intégrer certainement d'autres formations. À Redon, j'ai décidé de mettre une école d'infirmiers et d'infirmières dans un lycée, pour compenser le fait que nous perdions des élèves. Voilà, on va réinventer les choses. Et puis ensuite, effectivement, notre Europe, notre pays fait moins d'enfants. Nous faisons moins d'enfants. 700 c'est enfants une réalité. En moins aujourd'hui, par exemple, dans le Finistère, à la rentrée 2025. Bien sûr, c'est un choc. Et il faut regarder cela de près. Et il faut travailler avec les communes, avec le département. J'ai des échanges avec, bien sûr, le département sur ce point pour voir comment on peut créer des synergies. Et puis, attirer des talents. La Bretagne, elle attire encore, c'est ça aussi notre chance. On perd des enfants qui ne naissent pas, mais on a aussi des gens qui viennent vivre en Bretagne et de plus en plus jeunes. Il y a 10 ans, on disait on vient en Bretagne que pour la retraite. Aujourd'hui, des gens viennent pour la retraite, et tant mieux, la qualité de vie est là et on est heureux de les accueillir. Mais on a aussi des gens qui arrivent à 35 ans, 40 ans pour venir travailler dans des entreprises. J'étais à Quimper tout à l'heure. Vous voyez que c'est chez Entech, des jeunes gens arrivent
d'ailleurs en France, d'ailleurs en Europe, pour bosser à Quimper, avec le conjoint, les enfants, et c'est formidable, ça crée les Bretons de demain. Dans un pays qui va mal, la Bretagne peut apparaître comme un refuge, un certain nombre de mots français sont beaucoup moins prononcés ici. Vous plaidez depuis un certain temps pour une nouvelle étape de la décentralisation. En même temps, on a envie de vous dire, c'est l'Arlésienne finalement la décentralisation. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Mais d'abord, ce pays, effectivement, est en colère contre lui-même. Ce pays, il faut le réconcilier. Il faut réussir à se dire qu'ensemble, on a une belle aventure, plutôt que de se séparer encore et encore. Et il y a deux camps. Il y a ceux qui se disent, on va se séparer et désigner les coupables, et ceux qui, comme moi, disent, on doit travailler ensemble et fixer des caps. J'essaie de fixer un cap pour la Bretagne, et je pense qu'il y a un cap à fixer pour la France. Si on donne un cap à la France, on va pouvoir orienter les forces, on va pouvoir aller tous ensemble vers ce cap, cet objectif, et transformer le pays. Et pour le transformer, il faut faire confiance dans les France. Il faut faire confiance dans les territoires. Et je pense que les maires, les présidents, qu'ils soient de département ou de région, peuvent faire beaucoup de choses à condition de leur faire confiance. Que le pays prenne conscience que l'État doit se recentrer sur ses missions régaliennes. Nos militaires, la police, la justice, faire en sorte que sur les sujets de sécurité, de santé, on soit protégé, et que tout le reste soit renvoyé au local. C'est un problème. C'est comme ça qu'on doit organiser les choses. Mais bien sûr, comme ailleurs, le narcotrafic est quand même là aussi une grande c'est une inquiétude. On parlera des ports. Ils viennent notamment pour le pays par les ports, l'entrée de la drogue. Bien entendu, il faut que et l'Europe avec Tracfin, avec Frontex et nos systèmes en France avec gendarmerie, police nationale et justice puissent être renforcés. Ceux qui disent qu'il faut moins d'argent public et baisser les fonctionnaires, je pense qu'il faut plus de gendarmes, plus de policiers et plus de moyens pour la justice. Je le dis, je le pense, parce que pour protéger les gens, il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut que l'État se ressente là-dessus et qu'il nous lâche la grappe sur le reste. On sait gérer les choses sur le logement, sur le transport, sur l'économie. Franchement, on a prouvé qu'on savait le faire. Oui, mais malgré tout, ce pays a dépenser beaucoup d'argent, c'est un pays qui est mal géré finalement. Mais justement, arrêtons de... Qu'est-ce qui nous prouve que vous, votre génération d'hommes politiques régionaux, vous ferez mieux que vos prédécesseurs? Mais d'abord parce qu'en tant que président de région, j'ai pas le droit au déficit. Je n'ai pas le droit au déficit. Et lorsque l'État me dit on vous baisse les recettes, je suis obligé de baisser les dépenses. Je n'ai pas le droit au déficit. J'étais maire avant. Je n'avais pas le droit au déficit. Vous êtes à la tête d'un État, vous vous retrouvez avec une crise, vous avez le droit au déficit. Eh ben on en remet un petit milliard, et puis 10 petits milliards, et puis 50 petits milliards. On n'en sort pas. Et donc, à chaque fois que l'État donne aux collectivités la responsabilité de gérer, nous, on fait avec l'argent qu'on a. On ne fait pas avec plus que l'argent qu'on a. L'apprentissage, quand on le gérait, on nous disait qu'on n'en faisait pas assez, on faisait avec l'argent qu'on avait. L'apprentissage est monté à Paris, 5 milliards. Vous êtes exemplaire, entendu. Mais les socialistes, est-ce qu'ils donnent le bon exemple aujourd'hui? Ils sont dans une position de relatif arbitrage avec le Premier ministre Sébastien Lecornu et finalement ils empilent les dépenses et les largesses. Est-ce que c'est le meilleur signal? Est-ce que c'est vraiment le retour? Vous avez été socialiste, vous ne l'étiez plus, vous semblez le redevenir. Est-ce que c'est le meilleur signal d'un retour à la culture de gouvernement? D'abord, moi j'ai fait un pas de côté à partir du moment où il a été décidé à un moment donné de lier notre destin à M. Mélenchon. J'ai considéré que c'était pas ça, être socialiste et être capable d'assumer, de vouloir gouverner le pays. J'ai fait ce pas de côté. Je trouve que, justement, on se retrouve encore un peu trop collé à M. Mélenchon et que le travail de M. Faure en ce moment, d'Olivier Faure, du Parti socialiste, est de montrer que ce n'est pas le même chemin que d'être social-démocrate, de gauche, de gouvernement, et d'être dans la posture de M. Mélenchon. Il faut effectivement avoir un cap clair. Assumer que nous ne devons pas laisser filer les déficits, assumer de vouloir protéger la population, assumer aussi de vouloir dire que le travail doit permettre d'avoir une bonne retraite à un moment donné quand on a bien donné, assumer de vouloir de l'argent public pour, j'ai parlé de la justice et de la sécurité, mais aussi nos écoles, nos universités pour préparer les générations de demain. Je pense que c'est notre rôle. C'est un modèle de société que l'on propose. Et nous sommes responsables quand on est maire et quand on est président de région. On peut être responsable quand on est au niveau national. Je pense que c'est le chemin que nous devons prendre. Christophe Boucher. Mais malgré tout, vous avez 40 millions d'économies à faire. Vous oui. les faites sur quel poste aujourd'hui? Je vais effectivement annoncer un certain nombre de décisions dans les prochaines semaines. Je travaille avec les vice-présidents pour couper une partie de nos dépenses, réduire certains engagements. On attend parler sur des structures notamment. De postes pour les infirmiers, infirmières. Alors sur le sujet du poste des infirmiers et des infirmières, c'est parce que nous avons signé un contrat avec l'État qui nous disait former des infirmiers et des infirmières et je vous donne de l'argent. Et l'État nous dit on vous donne plus l'argent.
je dis je ne forme plus les infirmiers et les infirmières. Donc c'est un manque de formation. 270 postes potentiellement. J'attends la décision du gouvernement. On va Alors voir qu'on n'a si jamais eu autant besoin d'infirmiers et vote- d'infirmières sur notre territoire. Écoutez, je ne fais avec l'argent que j'ai. Oui. Je fais avec l'argent Mais que j'ai. il faut être courageux. Vous avez vu votre collègue, Madame Morancé, Christine Morancé, présidente des Pays de Loire. Elle a été agressée il y a une dizaine de jours Je lui ai à fait un mot. Saint-Nazaire. Je lui ai fait un mot pour On lui est dans témoigner une de mon soutien. société de plus en plus polarisée. Je vois que les citoyens sont effectivement en colère et nous devons apporter des réponses. Nous devons être présents sur le terrain pour expliquer ce que nous faisons. Il y a une quinzaine de jours, j'ai fait une réunion publique à Dinan pour expliquer ce que je fais, être à disposition des citoyens pour expliquer, comme je faisais quand j'étais maire. Nous devons bien sûr être là pour expliquer, mais aussi donner un cap pour qu'on se dise vers quoi nous voulons emmener la société. C'est la responsabilité des élus, c'est la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique. Et les citoyens en ont ras-le-bol de la situation. Ils sont exaspérés de ce qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'appelle un peu au calme et j'appelle encore une fois à fixer des caps et à ne pas être dans la démagogie, pas être dans le populisme et pas être dans la division. On a besoin de se rassembler. En Bretagne, on sait s'engueuler avec méthode, on sait ne pas être d'accord, mais à un moment donné, quand on a fixé un cap pour le train, pour la fibre optique, pour défendre la pêche, pour défendre l'agriculture, on arrive à se rassembler. C'est ça qu'il faut faire pour demain revenir pour le sur la pays. question de Christophe, vous voulez protéger les aides directes, semble-t-il, de la région. Ça sous-entend quoi? Et quel impact ça peut avoir sur les agences comme Bretagne Commerce International et autres? Mais il est clair qu'à partir du moment où je dis qu'il faut d'abord aider directement nos concitoyens, le transport scolaire, la cantine, la formation des demandeurs d'emploi, mais aussi bien sûr les agriculteurs et les marins-pêcheurs ou les petits commerçants que nous accompagnons avec le pass commerce dans nos territoires, si ça c'est notre priorité, ça veut dire qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on doit réduire de la voilure. Et les structures doivent faire des efforts. Les structures bien sûr de la région. Et nous avons supprimé un certain nombre de postes au Conseil régional de Bretagne cette année, et nous en supprimerons encore quelques-uns. 18 les 6 derniers mois. Nous aurons encore d'autres postes l'année prochaine que nous rendrons, parce que les collaborateurs de cette collectivité, ils sont efficaces, organisés, on réinvente certaines politiques, on en arrête. Et à partir du moment où on arrête certaines politiques, on a aussi la possibilité, quand certains partent en retraite ou en mutation ailleurs, de ne pas les remplacer. C'est ça la responsabilité qui est la nôtre. Et je le redis, si je dis aux citoyens que je baisse le chauffage dans les lycées, ou que je mange moins bien à la cantine, ou qu'on ramasse plus les enfants pour le transport scolaire, je ne pense pas que ce soit ça qu'ils demandent quand ils parlent d'économie. Ils demandent qu'on soit rationnel dans nos dépenses et qu'on arrête les doublons avec l'État. Quand l'État a des agences et que nous, on a des agences, à un moment donné, il faut qu'il y en ait une qui s'arrête. Moi, je plaide pour que les agences de l'État s'arrêtent et qu'on garde les agences à la région. Si l'État ne veut pas arrêter, à un moment donné, c'est nous qui allons arrêter. On va arrêter. Et que ceux qui ne sont pas contents aillent voir l'État, puisque manifestement, l'État pense qu'il peut tout gérer depuis Paris. C'est une folie. C'est une folie. Christophe? Mais ça ne vous empêche pas de lancer de nouvelles aussi plateformes. Vous venez de lancer un outil visiblement unique en France, Bretagne Foncier. Oui. Une structure de portage foncier long terme, la deuxième région française, c'est la Bretagne, en termes de consommation de foncier. Il faut préserver ce foncier. Quelles sont les missions et l'objectif de cette structure? Comme sur le train ou la fibre optique, il faut penser l'avenir. Et l'avenir, la richesse de la Bretagne, c'est sa terre. La terre pour les agricultrices et les agriculteurs, et la terre pour accueillir des entreprises, les entreprises de 2040, les entreprises de 2050, et les logements de 2040 et 2050. Il faut qu'un enfant en maternelle aujourd'hui, ses parents puissent se dire, dans 20 ans, mon enfant qui est en maternelle, il pourra vivre en Bretagne. Et donc, il y a des endroits en Bretagne, c'est plus possible. À Brest, à Carhaix, à Lorient, à Fougères ou ailleurs, où nous savons qu'il y a des pépites de terrain qu'il ne faut pas laisser partir. C'est le garage qui ferme, c'est un supermarché en centre-ville qui pourrait bouger, c'est une maison avec un immense jardin de 5000 m2 où la maison n'est pas très belle et on sait que ça va bouger. Vous mettez la main, on met la main dessus maintenant, on les met en location, et dans 20 ans, dans 30 ans, c'est des terrains disponibles pour l'avenir. Pourquoi ça moins cher que la location qui aura lieu, admettons? Mais c'est moins cher parce qu'on achète aujourd'hui pour dans 20 ans, et si on ne les achète pas, on sait que nous avons des foncières qui arrivent d'ailleurs en Europe qui commencent à mettre la main dessus. Il y a un système qui est en train de se mettre en place avec des foncières qui achètent tout ce qui passe. Et dans 20 ans, dans 30 ans, ça va nous coûter très cher. Les maires nous appellent en disant, là, il y a un terrain à l'angle de 2 rues qui est stratégique, j'aimerais l'acheter parce que je sens, le maire, il a le pif pour ça, que dans 10 ou 15 ans ou dans 20 ans, ce sera utile pour sa ville. Mais il n'a pas l'argent pour le faire. Alors on a mis 30 millions d'euros, 10 millions la région, 10 millions la SEMRES, qui est la SEM des collectivités de Bretagne, et 10 millions la Banque des Territoires, pour une société qui achètera ces terrains. Et
c'est pas d'impôt supplémentaire, c'est 30 millions dans une société, cette société va acheter les terrains et dans 20 ans, dans 30 ans, les revendra soit à des collectivités, soit à des entreprises. C'est la Bretagne de demain que l'on doit préparer. C'est comme ça aussi qu'on donne confiance à notre jeunesse pour dire on s'occupe d'après-demain et pas que de demain matin. Alors, sur la compétence portuaire que vous avez acquise il y a quelques années, il y a des nouveautés. Il y a d'abord l'ambition du port de Brest, que nous développons avec Brest Port, avec des équipes qui sont, je dois le dire, remarquables, avec des grues qui arrivent, avec des bateaux qui entrent en réparation, On va avec juste rappeler des que le conteneurs. port de Brest, c'est justement sur 40 ans, 900 millions d'euros d'investissement planifiés, dont 500 millions sur les 10 prochaines années. Vous espérez multiplier par 4 le chiffre d'affaires d'ici 40 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi optimiste sur ces perspectives ? Parce que l'économie mondiale passe par la mer et parce que l'océan a des atouts considérables dans plein de sujets. Je suis un militant des énergies renouvelables. La France va peut-être prendre un peu de retard, on le sent. Mais quand je vais au Royaume-Uni, en Irlande ou en Pologne, comme il y a 15 jours, on voit qu'il y a des milliers d'éoliennes en mer qui se posent au fond de l'océan ou qui flottent à la surface de l'océan. Les ports vont s'adapter à cela pour accueillir des infrastructures, accueillir des emplois, et Brest est prêt pour cela. Vous avez Nous investi savons 200 aussi millions déjà dans le polder. 220 millions dans le polder, nous avons des prospects, Mais et aujourd'hui, ils ne sont ça- pas que français, ils viennent d'ailleurs, ils regardent ce polder pour pouvoir s'y installer. Aujourd'hui, on a quelques centaines d'emplois. Dans les années qui viennent, nous aurons des centaines et des centaines d'emplois et peut-être des milliers. C'est cela le combat qui est le mien. Et puis, il y a le deuxième sujet que l'on regarde de près, c'est le sujet des drones. Nous voyons bien que le sujet des drones a besoin de place pour tester des choses. Entre les militaires ici présents à Brest, Naval Group, Thales et Ifremer et beaucoup d'autres acteurs, il y a des sujets sur lesquels le port de Brest peut prendre la place. Et puis enfin, il y a Une effectivement petite nouveauté. Roscoff Roscoff. qui entre dans une nouvelle forme de gestion avec Roscoff Port, qui est le cousin de Brest Port. Et Roscoff Port, ça va être une organisation identique, à savoir la puissance des locaux et la force de la région pour pouvoir continuer à développer ce port au service de la Bretagne tout entière et notamment du Finistère Nord. Revenons un peu à la politique. On essaie d'alterner entre les sujets très On concrets, reviendra très sur régionaux. les transitions écologiques tout à l'heure. Mais allez-y, Hubert. Alors, la politique, c'est quand même les municipales. Est-ce que vous attendez à des surprises en la matière, dans la mesure où Jordan Bardella a été en tête dans les 4 départements bretons lors des dernières élections européennes? Le paysage est en train de bouger, d'évoluer. Le paysage bouge, mais je crois que les maires en place qui font partie de familles politiques très opposées au Rassemblement national ou à LFI ont pour une grande partie d'entre eux prouvé leur capacité à entraîner leur ville, à entraîner le territoire. Moi, je fais confiance à Isabelle Assy, à Jean-Paul Vermeaux ou ici à François Cuyandre pour la suite. Ils sont quand même un des peu partenaires bousculés avec par qui on travaille. l'insécurité, la progression du narcotrafic, les débats ici à Brest sur la vidéosurveillance, Mais sur toute la l'équipement société. de police municipale. Toute la société est bousculée par le narcotrafic. Il faut avoir conscience que c'est un sujet qui bouscule tout le monde et qui fait peur. Nous devons redire notre confiance dans les forces de police et de justice. Redire que nous devons faire en sorte qu'on s'occupe aussi de celles et ceux qui consomment. Quand vous êtes des points de deal à 5 000 € par jour, c'est qu'il y a du consommateur, hein. Il faut s'occuper de cela aussi. Donc il faut être très dur avec le narcotrafic, il faut le casser maintenant, parce qu'effectivement, il s'installe peu à peu Un dans travail nos de territoires. longue haleine. Il faut le taper maintenant. Quand M. Retailleau était ministre de l'Intérieur, j'avais des échanges avec lui sur ce sujet pour dire toute la disponibilité de la Bretagne pour travailler ce sujet et travailler sur notre jeunesse pour pas qu'elle s'embarque là-dedans. C'est vraiment un poison pour la vie. Est-ce que cette les question. socialistes n'ont pas fait preuve d'un peu de naïveté ou de déni de réalité en la matière? Sur la vitesse à laquelle les choses sont montées effectivement en Bretagne, on peut dire qu'on a eu un train de retard, mais Lorient ou Rennes ou Brest, c'est droite, gauche, c'est tous les élus bretons qui ont été surpris par la situation. Aujourd'hui, les yeux ouverts, tout le monde sait que c'est un sujet sur lequel il faut être très dur. Très dur parce que ça détruit des familles, parce que ça met en insécurité nos quartiers. Donc il faut taper cela. Mais ne pas non plus raconter que la Bretagne serait une forme de Far West où il n'y a plus de règles et où Oui, les mais gangs enfin, il y a viendraient quand dans même des l'ensemble villes rues. du Sud qui sont beaucoup plus équipées en matière de police municipale, où C'est pas la parfois police les municipale effectifs qui sont lutte 2 contre- fois... Si, vous avez des villes du Sud où la police municipale est 2 fois plus importante que La police que la police municipale ne nationale et luttera où elle jamais. travaille en coordination La police municipale ne travaillera jamais contre les Kalachnikov. Mais Il faut être conscient de personne, ça. Et même quand- même et la quand- BAC n'est pas toujours équipée pour ça. Et justement, Malgré moi je tout, dis qu'il il y a un faut problème renforcer d'équipement. la police nationale. S'il faut créer des fonctionnaires, est-ce qu'on crée des fonctionnaires de police municipale ou est-ce qu'on crée des fonctionnaires de police nationale avec les armes qui vont bien? À titre personnel, j'ai choisi. Mais oui, enfin bon, Christophe. Et vous échangez avec le nouveau, vous disiez que vous échangez avec Bruno Retailleau, avec le nouveau ministre de l'Intérieur, vous échangez de la même façon?
nous prenons contact. À chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il faut retrouver ses contacts. Donc là, le contact est en cours. Et puis Marie-Pierre Védrenne est ministre bretonne au ministère de l'Intérieur. Elle fait office de point de contact. Mais même si donc vous les choses vivez, vont s'organiser. Quels que soient les gouvernements, je travaille avec les gouvernements. Vous sillonnez la Bretagne, mais vous vivez quand même dans une ville, Rennes, dont l'image a changé depuis quelques années. J'étais maire, cher Hubert. Oui, mais enfin, c'est pas exactement pareil. Votre bureau principal est à Rennes. C'est une ville qui a changé, qui a quand même été, comme Nantes d'ailleurs, été impactée par cette image de violence, d'insécurité. C'est une ville où globalement la qualité de vie est remarquable et où nous avons des points difficiles sur lesquels la maire, en lien avec le procureur, en lien avec les services de police, travaille dur pour faire en sorte que cette ville reste la ville que l'on aime. Moi, je ne veux pas faire penser à celles et ceux qui vous écoutent ici en Finistère que Rennes serait perdue. Rennes n'est absolument pas perdue. Non, c'est une ville très agréable. Jusqu'à là. C'est une ville très agréable où il y a, comme ailleurs, des points difficiles sur lesquels il faut travailler d'arrache-pied et travailler en parallèle le social, accompagner nos jeunes, leur donner de l'espoir, leur donner des formations, parce qu'on manque de bras dans les usines, on manque de bras dans les entreprises, et donc on peut proposer un destin autre à nos jeunes que de vivre de trafic. Nous nous sommes vus il y a une dizaine de jours à un dîner celtique organisé par Yannick Le Bourdonnec avec l'ambassadeur d'Irlande, qui va d'ailleurs quitter la France. L'Irlande est un pays qui réussit, c'est un pays en termes de croissance, d'économie, qui marque des points, contrairement à la France aujourd'hui qui semble un peu à l'arrêt. Est-ce que c'est pas aussi parce que on a mis un peu plus de libéralisme dans ces pays, alors qu'aujourd'hui l'initiative privée est un peu étouffée par les impôts, par la dépense publique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Les socialistes ont su évoluer au cours des années passées, notamment sous la férule de François Hollande. Ça a été la politique de l'offre. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore des caps à franchir, même si vous êtes tiré toujours en arrière par la France insoumise? Mais on n'est pas tiré en arrière par quiconque. On avance au service de la vie en commun, vivre ensemble. Et l'envie d'entreprendre, l'envie d'initiative existe partout en France. Et ne disons pas que nous sommes un pays qui est en train de sombrer. Nous sommes un pays qui est en crise. Non, mais c'est pas moi qui utilise ces mots-là. Nous sommes un pays vous utilisez des mots très forts. Nous sommes un pays qui est en crise. Ni la Bretagne était en train de sombrer. Nous sommes un pays qui est en crise, mais qui a des fondamentaux extraordinaires. Il suffit d'un petit peu d'effort de chacun. Il suffit d'un exemple donné par les hommes et les femmes politiques plutôt que de se chicailler à Paris, dans le périphérique ou sur les réseaux sociaux pour qu'on reparte de l'avant. Moi, je suis certain de cela. Alors oui, il y a des blocages. Oui, il y a des points sur lesquels nous sommes engoncés avec certainement trop de choses qui se décident à Paris et pas assez de choses qui se décident dans les territoires. Oui, il y a certainement des sujets sur lesquels il faut penser différemment. Mais qui a envie de réduire l'accès aux soins dans une France qui vieillit? Qui a envie de ne plus s'occuper de nos enfants en maternelle? Ce sont des choix, et ce sont des choix qui se font avec de l'argent public. Il y a un principe simple pour un social-démocrate comme moi, c'est que chacun participe en fonction de ses moyens et que chacun reçoive en fonction de ses besoins. Si on était sur ce principe simple, nous n'aurions pas des gens qui ne participent pas à la hauteur de leurs moyens et d'autres qui en profitent un peu trop alors qu'ils pourraient se débrouiller tout seuls. Travaillons cela et faisons en sorte que chacun soit responsable. La responsabilité, c'est ce qui permet encore une fois de vivre collectivement ensemble. Christophe, une dernière question. Avant de terminer cette émission, juste deux questions rapides. Un, sur la transition écologique qui est au cœur des préoccupations. Il y a une dizaine de jours, il y avait à Quimper la Braise Transition. On importe toujours évidemment aujourd'hui du 80% quasiment de l'énergie. On va faire comment justement pour réussir à être pas autonome encore évidemment, mais aller dans le bon sens. Est-ce que la PPE, il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui n'est pas votée encore, vous inquiète, est un frein pour le développement des actions à mener? La PPE est un décret qui doit être signé par le Premier ministre, j'espère, avant la fin de l'année. Je l'espère. Il y a dans ce pays, il faut s'en rendre compte, une consommation excessive de produits fossiles. L'année dernière, 2024, on a importé 64 milliards d'euros de fuel, de pétrole et de gaz issus des réserves fossiles. Cet argent, on l'envoie dans les autres pays. On les envoie loin. On en envoie même un peu en Russie, on le sait. C'est dramatique. Alors que quand on produit de l'énergie localement, on produit une économie qui va bien. Et donc il faut se développer. Un parc éolien, il faut plus de 7 ans pour le monter, quand dans d'autres pays, il faut aller 2-3 ans. 3-4 ans.
Mais là aussi, il faut se rendre compte qu'il y a des simplifications à mettre en œuvre. Il y a Mais ça fait 20 ans qu'on parle de ces Et simplifications. je passe ma vie effectivement à le dire, mais peut-être qu'il va falloir à un moment donné que les présidents de région prennent le pays. Ce sera plus simple. Et il va mais falloir il faut moi, que je rende produire de l'antenne, monsieur l'énergie le président, renouvelable parce chez que les Girard. l'énergie renouvelable est une économie locale. Ça donne des emplois à nos territoires et ça nous enlève le poids sur les épaules de ne pas envoyer du Merci. CO2 dans l'atmosphère. Merci Loïc Chenet-Girard, merci Christophe Boucher. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, bon week-end. Quel à vous.